Bonsoir à tous pour une soirée spéciale qui s'annonce exceptionnelle en ce soir du second tour des élections législatives. J'ai le plaisir de pouvoir m'entretenir toute la soirée avec le président d'Égalité et Réconciliation, Alain Soral. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Bonsoir à toi, bonsoir à tous. Eh ben, jusque-là, ça va, hein. Alors, on voit que vous portez un magnifique t-shirt que vous souhaitiez bien montrer, donc Trump et Candace Owens. On pourra en parler de cette actualité au fur et à mesure de la soirée. Mais avant de pouvoir parler donc du sujet principal qui sera donc les élections législatives, je vous demande encore une fois, mais sous un angle plus large, c'est-à-dire comment allez-vous et surtout quelle est votre actualité juridique alors que vous êtes exilé en Suisse et vous continuez à avoir certaines persécutions judiciaires. Ah oui, il m'est arrivé en Suisse la même chose qui m'est arrivé en France il y a un peu plus de 4 ans. Donc j'ai bénéficié d'une tranquillité relative en Suisse pendant 4 ans supplémentaires, bien que j'ai eu l'affaire dont vous avez entendu parler euh, de la je peux pas, je l'appelle l'innommable, qui m'a valu quand même une condamnation définitive à 40 jours de prison ferme. Alors c'est à la fois pas énorme, 40 jours, mais en même temps, c'est la première fois au monde que quelqu'un est condamné à de la prison ferme pour ce qu'on appelle de l'homophobie, sachant qu'en fait, pour avoir émis une opinion sur une journaliste et la qualité de son travail journalistique, hein, il est jamais question d'agression physique, mais on est dans cette rhétorique juridique qui est un scandale juridique, tous les juristes le disent, qui s'appelle l'incitation à la haine, avec ce joker, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, en dehors de toute expression de la vérité, vous pouvez être condamné, et de plus en plus violemment, avec un panel de plus en plus élargi, pour incitation à la haine. Alors on sait où a commencé cette incitation à la haine, hein. On ne va pas remonter jusqu'à Nuremberg, mais ça commence avec cette communauté-là, et puis progressivement on élargit, hein, avec cette idée comment dirais-je, que la démocratie avancée, sa fonction, son rôle, et la preuve qu'elle est démocratique, c'est de protéger les minorités supposées opprimées, hein. Et avec ça, eh ben, aujourd'hui, on a l'homophobie, bien sûr l'antisémitisme, le racisme. Je pense que demain, on aura aussi la grossophobie, puisque de toute façon, par jurisprudence et par clientélisme, ben, c'est extensible à l'infini. Et après, il ne restera que il ne restera euh, que la minorité majoritaire, c'est-à-dire le de souche, quoi, le cochon de payant, hein, moi, quoi, le gros con, qui effectivement payera pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, j'ai été condamné à 40 jours pour incitation à la haine, pour 2 mots, donc homophobie, mais si ça s'étend, comme j'avais prononcé aussi le mot grosse, hein, je pourrais aussi être condamné pour grossophobie, et donc là, je prendrais 2 fois 40, 80 jours, par exemple, vous voyez. Donc on est vraiment dans ce système qu'avait annoncé d'ailleurs Daniel Cohn-Bendit, pour ceux qui se rappellent d'une allocution publique qu'il avait faite, où il avait dit: la démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la majorité, mais c'est protéger les minorités du pouvoir supposément intrinsèquement agressif et dominateur de la majorité. Voilà, donc euh, la Suisse qui échappait un peu à ce truc-là, visiblement a basculé, hein, et cette bascule d'ailleurs a accompagné la sortie de sa neutralité sur l'affaire ukrainienne, hein. Donc on voit bien que la frontière idéologique, je dirais, est tombée. Il reste encore la frontière douanière, on paye encore des droits de douane ici, mais malheureusement au niveau des idées mondialistes, la frontière est tombée. Et donc j'attends là d'ailleurs, ça m'a été annoncé pour dans une dizaine de jours, le bracelet, c'est-à-dire que la Suisse est quand même un pays de, comment dirais-je, de courtoisie, hein. Les traitements ne sont pas les mêmes qu'en France, hein. On est quand même mieux traité. Et donc là, je vais normalement bénéficier d'un bracelet, c'est-à-dire que je serai assigné à résidence avec un bracelet électronique pendant 40 jours, en attendant la prochaine affaire qui me paraît encore plus sérieuse, là, qui m'est tombée dessus récemment, puisque vous savez que j'ai eu droit à une arrestation dans la rue, mandat d'arrêt, mandat de perquisition, mandat d'amener, garde à vue, interrogatoire, et que je suis à nouveau traîné devant la justice. Pareil, toujours pour incitation à la haine envers une communauté supposée fragile et en danger. C'est toujours la même rhétorique. Donc Et après, là, bah,
Là, c'est une autre organisation donc qui s'est occupée de cette affaire pour, tenter de vous faire, condamner et c'est une organisation un petit peu plus européenne, je crois, d'association. Là, en Suisse, c'est la CICAD, mais la CICAD est une extension de la LICRA, hein, c'est-à-dire au départ ce sont des Français, hein, qui sont assez actifs dans deux cantons, canton de Genève et canton de Vaud. Malheureusement, moi je suis dans le canton de Vaud, c'est un peu, il paraît que dans d'autres cantons ça ne serait pas passé comme ça. Et bon, c'est un État fédéral, la Suisse, hein. Donc j'attends. Alors une des qualités encore de la Suisse, c'est la lenteur, c'est assez lent. Donc pour l'instant, j'attends. Je ne suis pas pressé, mais voilà, je subis les mêmes persécutions aujourd'hui en Suisse qu'en France, et la Suisse est sortie de ce qui faisait son prestige en tant que petit pays, qui était sa neutralité et le fait que c'était traditionnellement le refuge des proscrits, à condition que ces proscrits n'interviennent pas sur la politique suisse. Or, c'est ce que j'ai annoncé et ce à quoi je me suis tenu depuis que je suis là, mais malheureusement, j'ai été harcelé jusqu'à ce qu'à un moment donné, je pense légitime de répondre. J'en aurais pas dû répondre, il faut que je me laisse insulter, diffamer sans rien dire, hein, c'est ça la stratégie qu'on me suggère. Et donc voilà, je ne suis plus tranquille aujourd'hui en Suisse. Et malheureusement, si je réfléchis, aujourd'hui, le seul endroit où je pourrais être absolument certain d'être tranquille, compte tenu du fait que je suis aussi persécuté par la France, même à distance, hein. Si j'étais tranquille en Suisse, c'est aussi parce que, ayant la double nationalité, française et suisse, les Suisses n'extradent pas leurs ressortissants. Mais pour ça, il faut bien comprendre que si je n'avais pas la nationalité suisse, j'aurais été extradé en France et les Français auraient pu s'occuper de moi comme ils l'entendaient. Et donc aujourd'hui, ben, soit j'accepte d'aller peut-être jusqu'en prison en Suisse pour continuer à mener le combat que je fais, déjà un combat pour la liberté d'expression, hein, puis un combat pour la compréhension des réalités du monde, soit ben, je m'exile une fois de plus un peu plus loin, et là je ne vois rien d'autre que la Russie. Alors ça, c'est pas un sujet abstrait, hein. C'est pas, rechanger de vie encore à plus de 65 ans, c'est ce que j'explique à certaines personnes, c'est quand même... j'ai déjà dû quitter la France rapidement en abandonnant toutes mes affaires que j'ai récupérées 4 ou 5 ans après. J'ai pas pu voir ma fille pendant plus d'un an. Enfin, je veux dire, c'est pas de. Même si là on est dans le virtuel de l'internet, la vraie vie c'est pas virtuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se pose la question soit de me taire, soit de continuer à faire le travail que je fais avec des risques accrus, y compris en Suisse, qui sont au bout de la prison ferme, comme déjà d'ailleurs j'ai une sanction de prison ferme, soit de m'expatrier encore plus loin où je pourrais échapper à des demandes d'extradition. Et après, bah, il ne reste que la Russie. Voilà, donc là j'ai fait l'état des lieux. Mmh. Et il faut aussi expliquer, quelque chose, c'est que même si vous êtes poursuivi donc personnellement, encore aujourd'hui en France, même si maintenant vous êtes en Suisse, il y a votre spectre qui plane, dans la sphère, politico-médiatique. On parlera de votre nom qui a été régulièrement cité pendant les élections législatives, mais aussi avant ces événements-là, il y a quelques mois, on parlait même d'une loi Soral, justement pour, continuer à lutter contre la haine et votre nom a été cité directement et qu'est-ce que vous pensez de ça? Du fait que votre image soit encore utilisée pour représenter la bête immonde et qui permet donc de modifier certaines lois et je tiens à le préciser, la volonté de cette, fameuse loi Soral est, de pouvoir modifier certaines conditions de condamnation. Il y a notamment le fait de mégenrer, ou en tout cas le fait d'attiser la haine sur la communauté LGBT, c'est-à-dire à la fois sur l'homosexualité, mais aussi sur le spectre de genre, ce qui peut paraître assez hallucinant. Qu'est-ce que vous pensez de l'image qui continue de planer d'Alain Soral, la bête immonde qui fait qu'on doit modifier toute notre loi pour nous protéger de la haine? Bah, il y avait déjà eu la loi Dieudonné, hein, pour euh, euh, instaurer le trouble à l'ordre public préventif, c'est-à-dire on est un peu dans le Minority Report, hein, c'est-à-dire qu'avant il fallait qu'il y ait un trouble à l'ordre public. Maintenant, c'est le risque de trouble à l'ordre public qui suffit, et en général, ce risque de trouble à l'ordre public est orchestré par vos opposants, hein. Donc, on avait déjà cette loi Dieudonné, hein, qui était un premier pas. Et là, en fait, ils veulent faire passer le droit de la presse en France dans le droit pénal directement, parce que les gens qui veulent changer la loi se plaignent que si le droit de la presse avait été du droit pénal, je serais déjà en prison depuis longtemps, puisqu'il y avait eu une demande d'incarcération à l'audience qui n'avait pas pu se faire parce que le parquet s'y était opposé, parce que c'est pas conforme à la loi. Donc en fait, l'idée, c'est la loi doit s'adapter
aux exigences des minorités, hein, et des minorités qui ont les moyens, évidemment, des minorités puissantes. Donc il y a ce premier élément qui fait que c'est intéressant qu'à un moment donné, on fait une loi Soral pour essayer de vous faire taire parce que la loi telle qu'elle est ne suffit pas, ce qui est toujours flatteur, c'est à la fois angoissant et flatteur. Et puis aussi, je vois bien que n'étant plus sur le territoire suisse et étant quand même interdit pratiquement de tous les médias qui permettent de faire du nombre, hein, parce que je rappelle que je suis personnellement interdit de YouTube, de Facebook, et puis de tas d'autres choses. Mon nom est cité en permanence, et comme inspirateur d'une certaine extrême gauche, et comme inspirateur d'une certaine extrême droite. C'est-à-dire je couvre tout le champ politique, et je dis je suis un peu fantomas aujourd'hui, quoi. Mon ombre plane systématiquement. Donc c'est assez flatteur. Ça veut dire que j'ai quand même fait un travail depuis plus de 20 ans, qui a commencé d'ailleurs bien avant, puisque le premier livre que j'ai publié, je rappelle, c'est en 1984, et que j'ai aujourd'hui bientôt 66 ans. Donc c'est un très long travail, qui était parsemé d'embûches, mais quand même qui a fait école, hein, et surtout, il y a des moments assez ironiques. Par exemple, je me rappelle d'une époque où je me fais chasser de l'école des sciences politiques de Paris par en fait la communauté juive organisée, hein. Et puis aujourd'hui, cette même communauté reproche à l'école de sciences politiques de Paris d'être entièrement soralisée, alors qu'en fait, quand on regarde l'historique, c'est des coins qui, en faisant rentrer, sans passer par le concours d'entrée ou les diplômes nécessaires, beaucoup de gens de banlieue à Sciences Po pour lutter contre la menace d'extrême droite, en fait, en ont fait une officine intégralement pro-palestinienne. Donc il y a quand même les contradictions qui jouent, la dialectique hegelienne qui fait le travail. Et ça, c'est assez drôle parce que même quand on m'empêche quelque part de travailler, on va dire les lois de la contradiction interne font le boulot à ma place. Et ça, c'est pas mal, hein. Le système, en fait, d'une certaine manière, le système finit par pas se casser la gueule, mais se retrouver en porte-à-faux par le déploiement de ses propres contradictions. Et en fait, mon travail a pratiquement toujours consisté à montrer du doigt ces contradictions, puisqu'en fait, on est quand même dans un monde du logos, hein, du monde qui est dicté d'abord par la logique, hein. La logique, sans logique, il n'y a que de l'arbitraire, d'une certaine manière. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le vrai problème qu'a le système de domination, c'est ces contradictions logiques incroyablement flagrantes et aberrantes. Et moi, en fait, j'appuie là-dessus. Mmh. Et je vais en profiter pour rappeler certaines choses, parce que nous sommes déjà 7000 sur YouTube, en comptant tous les réseaux, plus de 12 000 en direct. Donc je pense qu'il y a certaines personnes, là je le vois aussi dans le chat, qui vous découvrent ce soir. Donc comme vous l'avez dit, vous êtes actif depuis beaucoup plus d'une vingtaine d'années en tant qu'essayiste et en tant qu'écrivain, mais aussi entrepreneur avec la maison d'édition Contre-Culture. Donc vous avez le lien en description pour tout simplement découvrir à la fois le travail d'Alain Soral, mais aussi le travail qui est réalisé sur Contre-Culture, avec à la fois les livres, mais il y a aussi du contenu vidéo. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé à vous connaître, Alain. C'est lorsque vous avez commencé à faire des analyses sur Internet. Vous avez été un des premiers, qui était d'ailleurs non pas sur YouTube, mais sur Dailymotion à l'époque, à faire des analyses très longues tous les mois, qui ont permis de former justement toute une génération. Et là, vous en avez parlé, hein, on parle souvent des bébés soraliens sous différentes formes idéologiques. Donc, si vous ne connaissez pas le travail d'Alain Soral ou même d'Égalité et Réconciliation, eh bien, consultez à la fois le site, mais aussi le Contre-Culture. Vous pouvez voir les différents travaux d'Alain Soral, mais aussi les livres qui sont édités. D'ailleurs, ça me permet de faire la promotion. J'aimerais bien pouvoir faire venir cet auteur. Un des derniers livres que vous avez édité étant celui de Thomas Buisson, L'immaturité permanente, et qui est un livre, à mon avis, à lire absolument dans le contexte actuel où l'on est, surtout pour la sphère dissidente, c'est-à-dire une des problématiques de l'adolescence mentale. Mais peut-être que vous pouvez en parler un tout petit peu de cet ouvrage-là, étant donné que c'est vous qui choisissez les livres qui sont édités au sein de Contre-Culture? Ouais, enfin, j'ai toute une équipe. C'est vrai que moi, on m'appelle un peu maintenant le grand-père de la dissidence ou le parrain de la dissidence, puisque j'ai commencé très tôt, en fait, quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus dire ce que je voulais dire dans les médias qu'on appelle grand public, et qu'il fallait que je choisisse à un moment donné soit de mettre de l'eau dans mon vin pour continuer à être invité, soit d'aller jusqu'au bout de ma logique critique, et je savais que ça me vaudrait à terme mon expulsion, ce qui s'est passé. Et heureusement, est arrivée à ce moment-là la technologie Internet, c'est-à-dire le début des blogs, etc. Et j'ai été un des premiers à choisir de passer du mainstream aux médias dissidents. Et puis la technologie était là pour ça. Et donc j'ai pu continuer à faire mon travail critique
en passant de la télé et de la radio à Internet, jusqu'à d'ailleurs ce que le système de domination prenne de plus en plus le contrôle d'Internet. On le voit aujourd'hui avec les bannissements sur YouTube. J'ai récemment fait une vidéo avec Dieudonné chez Marcel en 4.4.2, là, que je salue. La vidéo, en quelques jours, était déjà à 600 000 vues et la vidéo a sauté. Hein. Donc, c'est pas si simple que ça. Hein. Vous le découvrirez sans doute, ou peut-être vous le découvrez déjà. On vous laisse pas tranquille sur Internet dès lors que vous atteignez une certaine masse critique. C'est tout aussi le discours sur est-ce qu'il faut rester dans une petite niche pour pouvoir s'exprimer assez librement, sachant qu'on n'est pas dangereux? Est-ce qu'il faut essayer de gagner de la masse critique? Et à un moment donné, cette masse critique vous vaut le bannissement et donc une perte de masse critique. On est vraiment dans une dialectique de dosage assez subtile entre vérité jusqu'au bout, stratégie. C'est assez compliqué. Et sinon, pour revenir au livre de notre camarade Thomas Boussion, puisque tu m'en as parlé, oui, ça c'est un des paramètres aussi de toute cette histoire qui s'appelle la dissidence, c'est aussi la question du jeunisme, effectivement. C'est qu'on voit très bien que là, on est sur un média qui est plus fréquenté par des gens qui ne sont pas des boomers, puisque ça correspond. En fait, on a du mal à maîtriser une technologie qu'on n'a pas pratiquée dans sa jeunesse et qui n'est pas liée à notre constitution. Donc, en fait, qui dit Internet dit quand même jeunesse. Et tout le problème qu'on a, que j'ai eu depuis très longtemps, c'est d'éduquer une jeunesse, de parler à une jeunesse qui, malheureusement, a tous les défauts de la jeunesse, puisque le jeunisme a été, dès 68, de manière évidente, mais même avant, si on réfléchit à ce que fait Hollywood dès les années 50 avec le rebelle sans cause, hein, la stratégie du jeunisme est une stratégie de domination politique dès l'après-guerre, hein, c'est-à-dire de flatter le jeune comme un avenir, en jouant en fait sur son côté émotionnel, pressé, peu cultivé par définition, puisqu'entrant dans la vie adulte. Et donc il y a à la fois l'espoir de la jeunesse et la bêtise de la jeunesse à gérer. Et moi, j'ai toujours été dans cette situation, d'où d'ailleurs mon style, que parfois les gens ne comprennent pas, c'est que quand on s'adresse à la jeunesse, il y a des codes de la jeunesse, une certaine virulence, une certaine rapidité, tenir compte du fait qu'ils n'ont pas l'épaisseur culturelle, mais qu'en même temps, ils peuvent être sensibles à des choses assez immédiates. Et le bouquin de Thomas Boussion, qui est notre ancien rédacteur en chef, hein, traite très bien de ce sujet. Il y a deux sujets qu'il faut bien comprendre pour comprendre la politique, la manipulation politique et même l'évolution des sociétés occidentales. C'est le phénomène du féminisme, la mise en avant des femmes, hein, la femme étant l'avenir de l'homme selon Aragon à un moment donné. J'en ai discuté très tôt puisque j'ai écrit un livre là-dessus, Vers la féminisation, dès le milieu des années 90, et le jeunisme. Hein. Aujourd'hui, comprendre la domination politique et comprendre les chantiers politiques prioritaires d'une certaine manière, c'est comprendre ces deux phénomènes, les femmes et les jeunes. Hein. Il faut malheureusement tenir compte des femmes et des jeunes, de leur constitution, Et de leurs différences, pour pouvoir accéder à une certaine efficacité pédagogique. Et ça, malheureusement, si on ne fait pas ce travail préalable, on peut passer à côté. Voilà. absolument, et c'est quelque chose que l'on a totalement observé lors de ces élections législatives, c'est-à-dire à la fois avec une jeunesse très mobilisée autour du nouveau Front populaire, et on a pu voir les arguments qui étaient utilisés pour pouvoir faire barrage au Rassemblement national. Il y avait le fait que Jordan Bardella soit profondément misogyne et qui refuse de débattre avec les femmes, donc il y avait vraiment cette question, de cette question féministe qui est centrale au sein de certains membres de cette coalition de gauche. Et il y a aussi bien évidemment le côté de la jeunesse, du climat, le fait d'avoir en fait des jeunes qu'il faut absolument protéger, surtout avec une sorte de haine de la hiérarchie, de l'ancien monde. On voit qu'il y a une colère contre la figure de l'autorité, la figure du père, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps, et là on l'a vraiment vu clairement lors des débats avec les élections législatives. Mais j'aimerais vous poser une autre question, étant donné qu'on parle d'égalité et réconciliation. Donc il y a le travail qui est réalisé par Contre-Culture, mais aussi donc Égalité et Réconciliation, qui est un site d'information où il y a de nombreuses émissions qui sont produites et aussi des articles qui sont produits tous les jours. Est-ce que vous pouvez rappeler à la base la ligne que vous aviez développée, parce que là on a parlé de formation, donc une formation à travers la lecture de livres, etc. Mais vous avez développé une ligne politique et idéologique à travers Égalité et Réconciliation. Quelle était-elle et est-ce qu'elle a varié aujourd'hui ? Bah, c'est simple, hein, égalité, réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs pour une réconciliation nationale. En fait, c'est assez simple, mais après, il faut le comprendre. Et puis, il y a des gens qui le comprennent plus ou moins différemment. Alors, moi, je ne me cache pas d'être
un type qui a une formation marxiste, hein, et qui en même temps s'est intéressé à d'autres visions du monde qui ne sont pas forcément facilement articulables, qui est la vision, on va dire, de droite de type maurassienne, et aussi la vision traditionnaliste, qui est encore tout à fait autre chose, de type guénonienne et évolienne. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye d'articuler comme outil de compréhension Marx, on va dire Maurras pour faire large, mais on peut mettre après Barrès et d'autres. Et quand je dis Marx, c'est aussi Proudhon. Et puis après, Guénon et Evola, c'est-à-dire pensée moderne, pensée, on va dire, classique, ou pas pensée d'ancien régime, et pensée traditionnelle. Il ne faut pas confondre la pensée traditionnelle et la pensée antimoderne au sens dont on le comprend d'ailleurs dans la séquence historique d'après la Révolution française, quoi. Et c'est compliqué parce que je ne suis pas sûr que ces trois visions sont difficilement articulables. On peut réfléchir à la modernité comme opposée au monde d'avant, hein, c'est-à-dire au monde hiérarchique du pouvoir, hiérarchique et religieux du pouvoir de l'Église et de l'aristocratie, mais réfléchir en remontant encore à la vision traditionnelle, ça ajoute encore des paramètres, des contradictions, des complexités qui font que, à la fin, c'est difficile de dire ce qu'est ER. On peut dire ce que ER n'est pas. Mais ER est quand même un champ de réflexion qui essaye en fait d'essayer de continuer à penser, à faire penser, malgré la brutalité et la bêtise de l'époque, hein. Et tu vois bien que chez nous, je te tutoie, tu vois, c'est le côté jeune qui me ressort naturellement. On a des gens qui signent chez nous parce qu'en réalité, moi, ma fierté, c'est d'avoir créé un collectif. Il y a le travail de Soral, et puis je donne la parole tu vois bien qu'il y a Youssef Indy, à Laurent Guyeno. Ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Avant, on avait aussi Pierre Hillard, qu'on essaye de nous éloigner, que certains essayent d'éloigner de nous, mais à la limite qui m'intéresse aussi. Et en réalité, on n'a pas de réponse définitive. D'abord, on n'est pas religieux, donc on n'est pas inspiré par, comment dirais-je, par une foi, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas la révélation. On ne veut pas comment dirais-je, se départir de l'analyse marxiste parce qu'elle est très performante sur l'époque qui est la nôtre quand même, qui est l'époque du capitalisme, hein, l'époque de la dérive du capital. Et en même temps, on a conscience des insuffisances de cet outil matérialiste. Et on prend en compte le fait que depuis la nuit des temps, ce qui fait marcher le monde, ce sont quand même les visions magiques, hein, c'est-à-dire les religions sont à l'origine du monde, hein, et que d'ailleurs, on est souvent dans des processus de laïcisation, hein, on voit bien qu'il y a un fanatisme religieux chez les laïcards aujourd'hui, et que c'est d'ailleurs ceux qui restent le plus fanatiques sont les laïcards. Il suffit d'entendre Péillon ou Mélenchon parfois s'exprimer sur la République ou les Lumières, et on voit qu'il y a comment dirais-je, une religiosité de l'anti-religion. Et tout ça, ben, c'est le travail de R, en fait, c'est un travail collectif. Moi, je fais une espèce d'arbitrage pour essayer que les gens continuent à se parler, ce qui n'est pas toujours évident, entre des courants qui sont... on voit bien qu'il y a eu un courant identitaire qui s'est construit progressivement, qui est totalement légitimé par la violence migratoire, et qui en même temps peut être un appauvrissement de l'intelligence critique, si on tombe dans un espèce de racialisme facile, etc. Donc, en fait, ER est une sorte d'université libre, hein, d'une certaine manière, et puis avec sa maison d'édition, son site, les conférences organisées par les sections locales, et ben, c'est d'essayer de continuer à maintenir un certain niveau d'intelligence française, je dirais, parce qu'il y a quand même une tradition française, dans une époque où on constate que le pouvoir a choisi délibérément l'abêtissement, hein, l'abêtissement et la brutalité pour se maintenir. On peut dire qu'il y a eu une période dans cette épopée bourgeoise, si là je veux citer notre camarade Pierre de Brague, où la bourgeoisie de l'ascendance a beaucoup joué sur la raison pour lutter contre le pouvoir monarchique et théocratique. Donc il y avait réellement un investissement sur la raison, avec un ruissellement d'intelligence, d'une certaine manière, d'intelligence critique matérialiste. Et aujourd'hui, on voit bien que cette même bourgeoisie, pour se maintenir après sa phase d'ascendance et sa phase, on va dire, de prise de pouvoir de plus en plus brutale, aujourd'hui joue la carte inverse, c'est-à-dire la carte de l'abêtissement, de l'abrutissement. Et voilà, nous, on essaye de penser cette grande séquence historique et de comprendre les enjeux et d'essayer de maintenir un certain niveau
d'intelligence française, parce qu'il y a quelque chose de très français là-dedans. Et mon dernier livre, pour ceux qui l'ont lu, je peux en faire un peu de pub, là, qui s'appelle Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité, donc qui est une analyse du processus égalitaire depuis la nuit des temps, essaye de donner les outils pour comprendre par qui et comment et par quoi on est mangé aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, et ça, c'est tout le sujet de la discussion, qui d'ailleurs est exactement le même sujet que les élections de ce soir, hein. On voit bien que les législatives de ce soir, c'est les travaux pratiques, c'est les travaux pratiques, c'est les effets concrets et immédiats de tout ce dont je parle là. Mmh. Et donc comme vous l'avez dit, hein, votre dernier ouvrage s'appelle donc Comprendre l'époque. N'hésitez pas à, regarder, vous avez le lien juste en dessous, comme ça vous irez sur Contre-Culture. Vous avez des packs qui sont, tout prêts justement pour sélectionner certains sujets avec soit différents auteurs, soit directement plusieurs livres d'Alain Soral. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous enjoins à aller le découvrir. Et aussi, le dernier ouvrage qui est beaucoup plus philosophique, qui échange de Comprendre l'Empire, qui était beaucoup plus géopolitique. C'est un ouvrage philosophique qui est, très dense, très synthétique, mais en même temps abordable, pour la jeunesse. Donc je vous invite fortement à le lire. Et d'ailleurs, on parlait de votre parcours, vous avez cité le Médian 442 que je salue aussi, qui réalise un très bon travail. 2 vidéos ont été censurées, que vous avez réalisées donc avec Dieudonné, où vous retracez votre parcours. Donc on ne parlera pas de votre parcours ce soir, mais en tout cas, ces vidéos sont toujours disponibles et vous pouvez aller les consulter directement sur le site du Médian en 442. Donc, il est 19h. Dans 1 heure, Alain, on va avoir les premiers résultats des élections législatives. Donc, mettons les pieds dans le plat. Tout d'abord, la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron suite aux élections européennes. Quel a été votre ressenti, déjà, du score du Rassemblement national et ensuite la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale? Alors, on avait fait une émission là-dessus, je vais essayer de me rappeler. Déjà, le fait d'avoir un très faible score pour le parti de Macron, qui est d'ailleurs un président sans parti au départ, dans une élection européenne, et aussi un succès du Rassemblement national, étant donné que c'était une élection européenne, ça ne justifiait pas une dissolution, hein. Parce que les élections européennes ne servent pas à grand-chose et ne représentent pas grand-chose. Donc, il y avait soit on s'est dit, il y a des gens qui se sont dit, il devient fou, il fait n'importe quoi, et d'autres qui ont essayé de voir s'il n'y avait pas une stratégie. Et en fait, la question, c'était ça, c'est est-ce qu'il fait n'importe quoi ou il y a une stratégie? Il peut y avoir aussi la stratégie du n'importe quoi, ou là peut-être qu'on s'approche de la vérité, c'est-à-dire la stratégie du chaos, la stratégie de déboussoler un peu tout le monde, et c'est là qu'on peut essayer de réfléchir à d'où vient Macron. Macron est un type qui n'avait pas de parti et qui est monté très vite de manière assez étrange, finalement en faisant une espèce de coalition du centre et en essayant toujours de marginaliser les deux côtés qui sont la gauche et la droite, sachant que traditionnellement, la France est un pays qui électoralement n'est pas un pays de centrisme. Hein, je rappelle que ce soit les radicaux valoisiens ou les radicaux de gauche, ils pesaient toujours 2%. Et je rappelle que quand Bayrou a été poussé comme troisième homme pour essayer d'empêcher que Jean-Marie Le Pen se retrouve au deuxième tour comme en 2000, c'était en 2002. Non, c'était pas en 2002, je dis des conneries, c'était quand voilà, le temps passe, hein. C'était peut-être en 2002, ouais. 2007, non 2007, c'était quoi le... J'aurais pas la date. Si c'est pour quand Jean-Marie Le Pen est passé pour la première fois. Ouais, Ouais, c'est en 2002. fait, ouais, c'est 2002, c'est marrant, le temps passe, hein, on est en 2024, putain. Et où il Et y a eu donc, en d'ailleurs le fait, on triumvirat. avait laissé Bayrou monter un parti centriste qui s'appelait le MoDem, alors que c'était pas du tout dans la tradition française, mais parce que là, c'était le troisième homme pour baiser Le Pen. Et immédiatement après, Bayrou s'est fait casser les reins. Il ne pouvait pas y avoir de gros partis centristes en France. C'était toujours l'alternance gauche-droite. Et Macron est venu rompre avec tout ça par le haut, c'est-à-dire il n'a pas créé un parti en bataillant, on lui a donné le pouvoir en France sur l'idée d'un trimaran, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir en étant minoritaire, en marginalisant à la fois la gauche et la droite, d'une certaine manière, ou en cooptant une partie de la gauche et de la droite. Ce qu'avait déjà fait partiellement Sarkozy, hein, dans la manière dont il avait appelé des ministres de gauche en se présentant comme un candidat de droite, hein. Donc on est dans une transformation avec du recul, si on prend du recul, on est dans une transformation politique en France où d'un système qui était très très bipartite, gauche-droite, alternance, un coup la gauche, un coup la droite, et qui avait fait qu'à un moment donné, Sarkozy saute, se fait remplacer par Hollande. On a un Hollande qui ne se représente pas, et un Macron qui, pour la première fois depuis toute la Ve République, ça c'est certain, règne au centre sans parti.
hein, par un travail de destruction. Et là, on a atteint un niveau maximal de cette logique, avec la marginalisation à la fois de LFI, hein, c'est-à-dire de Mélenchon, et de Marine Le Pen. Hein, en comprenant bien d'ailleurs que si on voulait sauver la France aujourd'hui, dans une logique gauche du travail, droite des valeurs, il faudrait, comment dirais-je, un gouvernement de salut public du RN et de LFI. Hein, ça serait ça, en fait, la solution. Or, le système est fait pour que ces deux, ça me rappelle un peu la stratégie de l'attention en Italie, et puis ces stratégies Gladio, hein, de politique profonde. En fait, tout est fait pour que ces deux partis populaires qui représentent la France en colère et la France qui souffre, pour des raisons différentes, complémentaires et parfois même les mêmes, eh ben, s'auto-annule pour qu'un pouvoir se maintienne, qui est le pouvoir de Macron, en étant ultra minoritaire et ultra impopulaire. Hein, c'est ça, si j'ai posé le décor. Et c'est ça qu'on va découvrir ce soir, à mon avis, avec les résultats. Pas de majorité absolue pour le RN. Et puis, on va découvrir une coalition centrale, avec peut-être un retour de type comme François Hollande, du Ruffin, qui parle que les gens français ont besoin de tendresse, des trucs, des slogans très, très macroniens en réalité. Et puis le petit Glucksmann qui d'un seul coup arrive de nulle part, pareil. On est quand même dans l'époque où des candidats arrivant de nulle part arrivent à faire 15% du jour au lendemain, alors qu'on sait que pour atteindre 5% en politique, il faut 20 ans de travail traditionnellement. Donc là, on peut aussi se poser la question de la réalité des urnes, hein, c'est-à-dire, parce que c'est un paramètre qu'il faut intégrer. Non seulement c'est difficile de monter en politique, mais si en plus les résultats sont truqués, et là on a vu ce qui s'est passé au Brésil, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, on peut peut-être penser que légitimement que Macron n'a peut-être jamais été réellement élu, eh ben, il faut intégrer ce paramètre, c'est que non seulement c'est difficile de faire des voix, mais en plus peut-être que ces voix ne sont peut-être plus réellement comptabilisées. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.